Mokhtar Ouane nourrit de grandes ambitions pour le Mali. Le Premier ministre de Transition a présenté son plan d'action devant le Conseil national de transition CNT, l'organe législatif. Cette déclaration de politique générale très attendue n'a pas manqué de faire réagir dans toutes les composantes de la société malienne. Même au sein du CNT, des membres ont estimé que ce plan d'action n'était pas assez réaliste. Mokhtar Ouane a en effet, 6 mois après le coup d'État du 18 août, qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, promis des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie ainsi que des élections libres, inclusives et transparentes selon le calendrier établi avec la CEDEAO au Mali. 6 mois après le coup d'État, quel bilan d'étape pour les institutions transitoires? C'est le thème de notre plateau du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Emel Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Souleymane Mzata, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Souleymane Mzata, ma première question est pour vous. On a vu la junte venir donc au pouvoir, prendre les leviers du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, 6 mois après. Est-ce que, selon vous, le processus est toujours en train d'être conduit comme il se doit? Il faut reconnaître que la junte, au départ, elle était militaire, n'est-ce pas? Et au bout de quelques mois, sous la pression de la CEDEAO, tout ça, il a fallu mélanger un peu, encore que bon. Ce mélange-là n'était pas un mélange parfait. Il fallait aller chercher des militaires à la retraite qu'ils ont fait passer pour des civils qui constituaient ce mélange-là. Et il s'avère que le M5 RFP a été carrément bouté dehors. Le peuple est resté sur sa soif parce que les aspirations du peuple n'ont pas été atteintes, n'est-ce pas? Et cette révolution-là qu'on voyait qui était populaire s'est transformée en une usurpation de pouvoir du peuple. Et cette transition, elle fait son bonhomme de chemin avec tous les couacs que cela contient. Et on aura le temps d'élucider dessus. Voilà. Alors, Emel Guérin, on a vu le Premier ministre qui était donc face au CNT. Il a fait une déclaration de politique générale. Il a rassuré de ce que son gouvernement, chacun s'attelle donc à réussir cette mission-là. Il a promis des élections libres, transparentes et inclusives dans le calendrier tenu avec la CEDEAO. Est-ce que, selon vous, ce sont, on va dire, des promesses réalisables? Lui-même, en présentant son programme d'action, a dit que c'était un exercice difficile, inédit et très rare pour un gouvernement de transition de présenter son programme devant un organe de transition, un organe parlementaire, législatif. Donc, il prend toute la mesure de son programme, de la difficulté de ses actions. Il faut retenir, par rapport à ce que vient de dire mon co-débatteur, qu'il y a problème aujourd'hui au Mali. Les atteintes ne sont pas nourries. Les attentes ne sont pas nourries parce que la composition du CNT pose donc un problème de légitimité. Comme le M5 qui n'a que 8 représentants, ils ne sont pas d'accord. Il y a les militaires qui se sont arrogés 22 places. Il y a la société civile qui a 9 places. Il y a les partis politiques qui ont 11 places. Et puis 111 réservés, il y a 2 organisations. Cela pose un vrai problème de légitimité. Toutefois, le programme du Premier ministre Mokhtar Ouane est axé sur 6 points. Il y a la bonne gouvernance, il y a la sécurité, il y a un pacte social, il y a la refonte du système électoral parce qu'il estime que c'est vrai, c'est globalement fiable, mais il y a des failles au niveau... à certains niveaux qui pourraient favoriser des fraudes. Donc il faut revoir tout ça là. Alors par rapport à ça, il y a aussi la crise sanitaire, la crise covidienne est là, donc c'est un défi majeur. Et le CNT tel que c'est conçu ou tel que l'organe de transition, que ce soit la présidence et le CNT est conçu, il y a un décret là qui dit au cas où le plan d'action ne sera pas achevé, on pourra prolonger leur mandat. Ça veut dire qu'ils ont prévu les mécanismes pour prolonger. Et donc voilà pour conserver le pouvoir au-delà. Oui.
Bon, je ne suis pas sûr, enfin, je veux bien croire qu'ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir et qu'après 18 mois ou un peu plus, ils vont organiser les élections transparentes et des voix dissonantes commencent déjà pas à se lever comme l'influent imam Diko. Nous allons peut-être sans doute on va y arriver. Alors, sur le Mnamdat, on voit des militaires qui avaient promis donc travailler en symbiose avec le peuple, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en train de s'en écarter un peu. On parle d'un organe de CNT, par exemple, qui est un organe purement, on va dire, technique, puisque c'est un organe censé parler législatif, censé parler des tests, censé parler de réformes au niveau même de l'État et de tout ce qui constitue le ciment de la République, mais on a des militaires qui sont majoritaires aujourd'hui au gouvernement aussi. La plupart des postes importants sont tenus donc par les militaires. Lorsqu'on a parlé de l'administration dans les régions aussi, il y a beaucoup de militaires qui ont été déployés. Est-ce que, selon vous, les militaires sont en train de prendre en otage la révolution amorcée donc par le M5 RFP? Si, mais bien sûr que la révolution elle est prise en otage depuis. Je viens de vous dire à l'entame de cette émission que quand vous faites cette observation-là, vous vous rendez compte que les militaires jouent sur un autre tableau. Les militaires, ils sont en train de conforter leur position à aller peut-être se présenter aux prochaines élections. Et il n'y a aucun test. Il n'y a aucun test à l'heure actuelle qui empêche ces militaires d'aller aux élections. Sachant qu'ils sont des citoyens maliens, d'une part, ils peuvent, à 2 ou 3 mois des élections, démissionner de l'armée. Exactement, et se repositionner comme c'est fait de manière institutionnelle à l'heure actuelle, où ils vont chercher des militaires à la retraite pour en faire des civils. Un militaire reste un militaire. Dans sa tête, ce qu'il a appris ne lui échappe pas. D'une part. D'autre part, vous vous rendrez... Constatons ceci. Vous voyez que on a comme l'impression que le Mali est en train de jouer au yo-yo sur 2 ou 3 programmes d'action. Lesquels? Il y a celui du Premier ministre, qui est bien défini, c'est connu de tous, mais qui ne reflète pas celui du vice-président, qui est dans sa logique de coup d'État et qu'il a mené là, avec des objectifs qu'il est en train d'appuyer, mais fortement, et ça ne se voit pas les nominations. Et il y a peut-être un 3e programme qui ne dit pas son nom, qui est celui du président de la République lui-même. Donc, il y a un flou total. Et la seule vision que nous avons administrative de gestion, c'est celle du Premier ministre. Mais le vice-président, vous voyez bien qu'il appuie, il tire les ficelles. Et la déplorée mort de Soumaïla Cissé ne vient pas arranger les choses. Puisque il faut retourner vers un régime civil. Et celui qui était le potentiel candidat, c'était lui. Sinon le potentiel président. C'était lui. Bon, Dieu a fait sa volonté, il faut l'accepter, d'une part. Mais il y a un autre, comme Boubou Cissé, qui est un jeune qui avait de l'avenir et qui malheureusement se fait tremper dans les histoires de billets que je ne vous dis pas ici, et qui se fait coller des étiquettes de tentatives de coup d'État et puis tout le reste, il faut l'affaiblir. Et c'est la musique actuelle, c'est le disque qui est joué aux populations actuellement, par nos gouvernants, je parle de manière générale, qui est joué par ces gouvernants-là, sachant que, en cela que, du moins, que, on arrive, il faut affaiblir tout de suite toute potentialité, n'est-ce pas, qui vise aux élections prochaines. Prenez le cas du Sénégal. On est en train d'entendre dans les coulisses que quelqu'un pense à réviser la Constitution là-bas, et il faut affaiblir des gens comme le leader Sonko et tout ça là, balayer le terrain complètement pour avoir la possibilité de ne pas avoir de challengers. Nos gouvernants actuels n'aiment pas les challengers, ils veulent aller tout seuls. Alors on prend le menu fretin pour faire le combat. Alors, vous parliez tout à l'heure de Boubou Cissé, on le sait, il est aujourd'hui, on va dire, il vit caché au Mali, et il est accusé dans un procès qui donc a été reporté. On a l'impression que autour de ce procès-là, il y a comme, qui dirait, du soufre. On a entendu un parquet où
un procureur a dit que visiblement le dossier était vide, il fallait abandonner les charges, mais automatiquement quelques jours après, on a dit qu'il y a des juges qui seront changés, donc qu'il y aura donc de nouvelles personnes déployées pour entendre de ce dossier-là. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire-là. Oui, il faut dire que Boubou Cissé a essayé de sortir une phrase qui pour moi est révélatrice de ce qui se passe aujourd'hui. Il dit qu'il avait pensé que le peuple malien ou que les acteurs politiques, que ce soit les militaires et autres, avaient tiré graine de ce qui s'était passé en 2012. Malheureusement, il constate que les mêmes erreurs risquent d'être commises. C'est vrai que ce monsieur a laissé sa brillante carrière à la Banque mondiale pour venir dans son pays, servir son pays depuis 2013 aux côtés de IBK. Il a eu la vie sauve simplement parce qu'il était sorti pour aller faire des courses. Juste après, les militaires avaient été venus dans sa maison brutaliser ses employés. Et quand il a été informé, il a dû prendre la fuite. Il a avoué qu'il est toujours à Bamako, mais caché. Il lui a reproché d'avoir pris des contacts avec certaines personnes comme le chanteur Batili, alias RS Bat, le patron de PMU du Mali, et deux autres hauts fonctionnaires du Trésor public. Il y a un autre magistrat que lui, il a été libéré parce qu'on estime pas libéré. Enfin, il est libéré, mais il n'est pas encore sorti d'affaires. Lui, son dossier est confié à la Cour suprême en tant que haut magistrat. On n'a pas les éléments pour vous affirmer que ce qu'on reproche à Boussissé est réel. C'est vrai qu'il pourrait déranger un peu la junte parce qu'il est très jeune. Après l'éviction de IBK, il ne restait donc que Boubou Cissé parmi les proches de IBK qui peut prendre le pouvoir si la situation le lui permettait. Donc peut-être qu'il représente une menace pour la junte, je n'en sais rien. Mais il faut retenir une chose par rapport à la junte, que ce gouvernement est exclusivement dirigé par la junte. Et les décrets sont bien explicites, sont explicatifs. C'est-à-dire quoi? Le président Badiao, il est là pour la forme. Et on lui a préparé, officiellement, on lui a fait signer lui-même des décrets. On lui a fait signer des décrets pour dire qu'il a délégué la totale décision, gestion du pays à son vice-président, Assimi Goïta. C'est lui qui dirige. Ouais, au niveau du CNT, Malik Diao, qui est là, c'est les deux qui ont dirigé le coup d'État. Tout à fait. Le dernier, parce que Malik Diao, avec son collègue camarade, c'est eux qui ont pris le camp de Kati avec toutes les armes. Et Assimi Goïta, c'est lui qui est allé arrêter à Bamako toutes les autorités, y compris le président. Donc il a joué un rôle déterminant. Ces deux sont des intellectuels de l'armée malienne. Vous voyez, des jeunes, disons, je crois, Assimi doit avoir 38 ans, comme ça, voilà, l'autre 40 de quelques là. Vous voyez, donc c'est des jeunes intellectuels qui savent ce qu'ils font. Ils sont pas venus et qui sont compétents. Ah oui, ils sont compétents. Parce que Assimi Goïta était au centre dans une unité spéciale. Tout à fait. Donc, le patron des forces spéciales. Le plan de la sécurité. Et donc c'est les militaires qui dirigent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de façon extraordinaire? Ils sont allés chercher des proches, des amis scientifiques comme Suleiman Gay, qui est venu et qui a contesté. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent là? Personne ne l'a envoyé. Le M5 dit, mais nous n'avons pas envoyé nos représentants. Les 8 que vous nous avez demandé, merci, c'est suffisant, on ne les a pas envoyés. Vous êtes allés les chercher où? Donc il y a cette légitimité, comme je l'ai dit tout à l'heure, du CNT qui se pose réellement. Et donc je ne sais pas pourquoi la junte est en train de rentrer dans ce système. Et moi, je suis en train d'entrevoir le schéma archétypal de l'histoire du Mali. Pourquoi? Qui vous souviennent qu'en 1960, après la prise du pouvoir du premier président Modibo Keïta, 8 ans après, Moussa Traoré l'a délogé, un militaire, Bélévert. Et en 1991, c'est Amadou Toumani Touré, personne d'âme, qui est venu lui reprendre, et lui, Bélé Rouge. C'est là la vraie question. Avec les Sanogo. Sanogo est béret vert. L'actuel junte, c'est des bérets verts. Vu que rapidement, la transition n'est pas habilitée à vider cette question du procès de Sanogo, mais veut aller pour l'aider en liberté, mais vider la question. Et donc, je crains qu'ils ne commettent les mêmes erreurs. Parce que
le très influent Imam Dicko a sorti un manifeste dans lequel il dit que le Mali est dans un état grave qui ne peut plus rester silencieux. Lui qui avait promis se retirer dans sa mosquée, donc il revient au devant de la scène pour dire mais avec la situation actuelle, il ne peut pas se taire et qu'il faut une action collective pour sauver le Mali. Il dit pour sauver le Mali. Et lui propose déjà une refondation de l'armée malienne et avec sa moralisation. Il est en face des militaires, ils ne vont pas... lui, c'est difficile. Avant d'en venir à l'imam Dicko, on sait que au niveau donc, de ce procès-là, il y a le procès Sanogo aussi qui est reporté au 9 mars. 11 mars. Au 11 mars, voilà. Dans ce procès-là, on avait dit pour renforcer la paix et la stabilité entre les Maliens, il fallait faire table rase de tout ce qui s'était passé depuis 2012. Donc, visiblement, on avait déjà pris les garde-fous pour que ces militaires-là, notamment Sanogo, ne soient pas lourdement condamnés au thème de cette procédure-là. Mais on a l'impression que au niveau du procès, il y a peut-être des non-dits. Est-ce que les familles ont suffisamment fait le deuil? Est-ce qu'on ne doit pas au moins dire la vérité, ce qui s'est réellement passé? Ce charnier-là, ces bérets rouges-là qui ont donc été abattus, par qui a donné ces ordres-là? Qui doit porter la responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation donc, de vérité vis-à-vis de ces familles-là? Nous allons opiner sur les non-dits dont vous parlez. Mon co-débatteur a parlé des bérets verts et des bérets rouges. Ne rigolez pas avec ça, c'est quelque chose de sérieux. Vous savez, il suffit d'un peu pour faire basculer une armée. Et vous voyez, ça a été le cas ici, au niveau de la police, la gendarmerie. On se tirait dessus, on se frappait, on se faisait... Bon. Et quand vous portez, et là encore, ce sont des corps de sécurité, quand vous portez le truc au niveau de l'armée, une force composante qui attaque, qui frappe, ça devient sérieux. Parce que là-bas, les armes qui sont utilisées au sein de la sécurité ne sont pas les mêmes qui sont utilisées au niveau de ces corps-là. Le deuxième couac, c'est les non-dits sur les exactions dont vous venez de parler, à savoir les tueries des bérets rouges qu'on connaît. Et le troisième point, il ne faut pas oublier que le porte-parole de la junte actuelle, il était aux côtés de Sanogo. Serait impliqué. Non, il était même aux côtés de Sanogo. Tout à fait. Alors cela, à mon analyse, implique quoi? On veut vider le dossier Sanogo. Pur et dur. Il ne faut pas aller dans les calculs politiciens. Hein. Bon, pendant que nous y sommes, un simulacre de procès, et puis on nettoie ça, et puis c'est terminé. Mais les familles... Un dernier point, justement, et c'est là où j'allais en arriver. Vous pouvez... Prenez le trésor public donné à une famille, ça ne dédommage pas une vie. Hein. La vie humaine, elle est sacrée. Quand on vous arrache un proche auquel vous êtes très attaché, on vous donne le trésor public, ça ne règle pas le problème. Hein. Le mal demeure, et ça c'est humain. Et on ne peut pas reprocher à ces familles-là, n'est-ce pas, de chercher, n'est-ce pas, à connaître la vérité. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé. Les conditions dans lesquelles je vous prends la mort du feu président Thomas Sankara qui n'a jamais été élucidé. D'autres même le disent enterré en dehors du Burkina. Il y a on rentre dans, je sais pas, dans des scénarios qui ne disent pas leur nom. Et qui, au terme d'une justice qui n'a pas été appliquée, risque de réveiller d'autres soubresauts. Donc, le procès Sanogo, moi, à mon avis, j'aurais été conseiller de la junte de leur faire cette transition-là et après on verra. Parce que pendant une transition, si vous vous jetez à faire des procès, vous créez des ennemis, vous qui êtes d'abord au pouvoir, et malheur à vous si ces ennemis-là sont plus puissants que vous. Et je reviendrai là sur le dernier point. L'imam Dicko, il n'a pas encore dit son dernier mot, mais comme je l'avais dit ici lors de notre émission, il est accusé de avec la jeune. Pourquoi aujourd'hui il prend ses distances? Il prend à ma lecture, il pense que le peuple n'a pas. Il pense lui, et je crois que c'est ce que moi-même je pense, que la révolution populaire là n'est pas allée à son terme. Bon, est-ce une opportunité pour lui de rebondir? Je me pose la question. Positionnement. Il aurait dû
Et vous savez, je vois aussi, je fais cette analyse-là par rapport à nos politiques. Et ce n'est pas l'objet du débat, mais je prends cet exemple-là. Regardez ce qui se passe un peu au Congo. Katumbi, c'est son homme qui est au Premier ministre là. Il aurait pu se mettre dans... Et ils ont peur de se faire carrément déchirer pendant la transition pour ne pas avoir les coudées franches pour aller vers le présidentiel. Vous voyez, on est dans la sous-région aujourd'hui, c'est comme une école. C'est un cas d'école où, quand on voit ce que fait le voisin là-bas, on copie ça chez soi, même si c'est mauvais, même au détriment de nos populations, malheureusement. Donc l'imam Dicko est dans une posture où vous savez que tout dernièrement, il a été reçu dans des chancelleries de l'autre côté là-bas. Là, il y a les pétrodollars. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qui se fait pour le futur du Mali, sachant que c'est un religieux? Qu'est-ce qui a été donné? Dans quel but? Posons-nous des questions. Mais moi, je reste attaché à la personne de l'imam Dicko dans le cadre de la société civile, sachant que c'est un personnage énigmatique, charismatique, qui peut, d'une manière ou d'une autre, faire changer la donne, sachant qu'il est écouté par son peuple. Mais attention, il ne faut pas jouer sur le précepte de l'islamisme. Parce que là, le Mali va tomber plus bas. Ça dit là, c'est carrément le cimetière, ça va s'engouffrer et puis on ne s'en sortira plus. Même la junte même ne maîtrisera plus. Attention. Alors, le M5RFP aujourd'hui estime avoir été complètement écarté de la gestion. On voit des membres ou des leaders de ce mouvement-là qui sont en train visiblement de s'étoffer, de se préparer pour les prochaines élections dès qu'elles auraient lieu. Est-ce que selon vous, ce mouvement continue de représenter l'aspiration du peuple malien aujourd'hui? Oui, surtout au niveau de la jeunesse, même surtout au niveau de la jeunesse. Et vous savez, dans la tête aujourd'hui de la junte militaire, c'est de mener la transition sans les vrais acteurs politiques, pour peut-être leur permettre d'être candidats, de participer aux futures élections. Parce que les avoir au sein de la transition, ça pourrait gêner un peu. C'est ça dans leur tête. Est-ce qu'ils font bien? On verra à la suite des 18 mois s'ils ont bien fait. Le vrai problème du Mali, il faut d'abord retenir une chose très essentielle. Et je me chie à le dire, l'un des grands défis majeurs de l'humanité aujourd'hui, c'est l'extrémisme religieux. Il faut faire très attention. Si le Mali bascule, c'est que tous les autres pays de la société vont basculer. Vous n'oubliez pas, ça a commencé là-bas, au Mali. Le Niger, le Burkina, la zone des 3 frontières ne sont que des dommages collatéraux. Il y a des menaces sur nous autres. Bien sûr, voilà. Bien sûr, avec Boko Haram, l'État islamique et Al-Qaïda, c'est très sérieux là-bas. Donc il faut un État stable et très fort au Mali. Remodeler vraiment, comme l'imam Dicko le dit, l'armée malienne. Pourquoi? Parce que nos armées, les armées africaines, ne sont pas formées pour cette guerre asymétrique que mènent les djihadistes. C'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, ce n'est pas une guerre classique. Et donc, nos armées ne sont pas formées pour. Il faut donc former nos armées pour cela. Et je sais qu'il y a quelques militaires au niveau américain qui sont en train de former l'armée malienne. Mais ce n'est pas fini, il faut beaucoup plus que ça. Maintenant, le procès Sanogo, c'est intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, ça reflète l'histoire du Mali. Cela s'est toujours passé comme ça. Quand il a renversé ATT, à quelques mois de la fin de son mandat, et le même schéma se répète avec Ibeka 8 ans après. Exactement. Le seul président à finir régulièrement son mandat sans coup d'État, c'est Alpha Ouma Konaré. Le seul, à part lui, les autres, des coups d'État. Maintenant, Sanogo, comme je l'ai démontré tout à l'heure, un frère, un ami de corps de la jeune qui est là aujourd'hui. D'ailleurs, le dernier ministre de la défense de Ibeka fut son homme de main. Le dernier ministre avant le coup d'État. Tout à fait. Oui. Il aurait dû même être écouté dans le dossier Sanogo, puisque quelque chose lui... Ibeka avait voulu déjà, c'est sous pression française que Ibeka a fait arrêter Sanogo. Il ne voulait pas. Donc il a essayé, peut-être qu'il voyait la chose venir, donc il se dit, parce que les vérés ouverts sont très puissants, les plus nombreux d'ailleurs, donc peut-être qu'il voyait venir la chose, il veut calmer les choses, mais ça n'a pas marché. Et comme il y a déjà des soulèvements populaires, l'armée a profité pour le renverser.
Et il y a eu un accord. En temps, vous vous souvenez, je crois, en 2018, une conférence d'entente nationale qui a sorti un décret pour exonérer tous les crimes commis en 2012. Et là, les avocats de la défense estiment pouvoir utiliser ce décret pour dire Sanogo aussi doit pouvoir profiter de ça, donc les amnistier. Mais pour apaiser la famille, il faut quand même organiser une parodie de justice. Et je vous dis, selon mes informations, que les familles ont été déjà indemnisées, sinon la majorité. Oui. Certains ont reçu de l'espèce, certains ont reçu des maisons. Le représentant des familles a confirmé. D'ailleurs, lors du procès dernier, il n'était pas là. Le banc de la partie civile était vide dans la salle du procès. Donc ce procès est vidé pratiquement. Il y a de sa substance. De sa substance, c'est une formalité pour finir avec ça et laisser Sanogo, le sulfureux général qui s'est bombardé général. Alors au niveau du CNT, le Premier ministre Mokhtar Ouane a parlé aussi donc du dialogue annoncé avec des groupes radicaux djihadistes maliens. Selon vous, est-ce que c'est possible de dialoguer avec ces groupes radicaux, ces groupes terroristes-là? Et si oui, dans quelle mesure? Pour quels résultats? Je suis de ceux qui pensent que il faut dialoguer avec qui veut dialoguer avec vous. Par contre, ceux qui arrachent des vies, qui égorgent des femmes, qui les éventrent et tout ça, il n'y a pas de dialogue avec eux. Je suis ferme, coagulé dessus. Et c'est le cas en Centrafrique, quand on a mené le débat ici. On ne discute pas avec des gens qui veulent mettre la patrie à terre. Vous venez, vous faites un coup d'État, ça peut être compris. C'est ça des raisons politiques, peut-être économiques ou socio-culturelles, culturelles. C'est précis ça. Mais quand vous prenez des armes pour tuer vos propres frères, aller bombarder des mosquées alors que vous prévalez de la religion musulmane, vous commettez de ces actes-là. Il n'y a pas de discussion à avoir avec vous. Il faut aller par la méthode forte. Le Mali est-il en possibilité aujourd'hui de mener ses actions? Je crois avoir vu sur une chaîne étrangère, il y a 2-3 jours, le vice-président, Assimi Goïta, dans un hélico où il allait au front. Il est bien descendu, il est allé sur le théâtre d'opération. C'est le patron des forces spéciales, il ne faut pas oublier. Il est allé galvaniser les hommes, galvaniser les tout. C'est bien, c'est beau tout ça. Et il pose des actes d'ailleurs. Je crois qu'il n'hésite pas à aller sur des cibles, frapper directement. Ce qui n'était pas le cas au temps de Ibeka. Quand on voulait lever un hélico, on disait non, n'y allez pas. Ça, c'était les pressions de l'armée française. Et vous voyez, donc l'armée malienne est en train de reprendre son élan. Et, qui sait, les anciennes, disons, unités maliennes de l'époque avaient en Roussin des caïds. C'était une armée redoutable. Maintenant, ce que je veux dire aussi dans ce sens, hein, pour aller un peu dans le sens du carnet, du canevas ou de la feuille de route qui a été établie par le Premier ministre dans le volet de la sécurité, c'est qu'il il faut pas former nos hommes à être, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, des démocrates. Un soldat n'est pas un démocrate. Et il ne faut pas mélanger la politique aux casernes. Il faut y aller de manière droite, mais succincte et avec tous les c'est-à-dire l'art qu'il faut pour faire des soldats aguerris. Moi, j'aurais pris des soldats maliens que j'aurais amenés au Tchad. Pour ne pas aller me créer un budget colossal que je pouvais donner aux populations de l'eau, des machins, de l'électricité, tout ça. Ils prennent un avion, ils vont voir le président Déby, qui est un expert en la matière. Mon maréchal, on a des soucis. On a 3000 hommes là à former. On connaît quelle est la capacité de l'armée tchadienne à aller affronter ce genre de troupes. Et je rejoins mon co-débatteur qui disait que on a des problèmes de formation. Donc, acclimatez-les. Vous êtes dans le désert. Le désert, c'est chez vous. Et donnez-leur la formation qu'il faut pour aller sur les objectifs. Le phénomène du terrorisme peut être combattu par les Africains. Et Idriss Déby nous en a donné la preuve. En allant lui-même à Boma mettre de l'ordre. Donc, quand on vient nous vendre il faut mettre Barkhane, il faut mettre tout ça là, moi, il y a 1200 hommes qui ont été
mis dans la zone des trois frontières. Je prie la France de rapatrier 1200 hommes aussi. Et que l'armée malienne s'échine à former 1200 autres hommes qui reprennent le relais de l'armée tchadienne le moment venu. Et qu'on arrête de nous endormir. Parce que cette transition-là, elle est beaucoup plus politique que sécuritaire. Regardez ce qui se passe. Si ce n'est pas le vice-président qui montre que bon, il est sur le terrain, il combat les islamistes. Les gens sont plutôt en train de logner sur les prochaines élections. Mais un vice-président accusé d'avoir des ambitions présidentielles, à tort ou à raison? Bon, pour le moment, je reste attentif. S'il a des ambitions, je ne sais pas. Je ne sais pas, au vu de mes observations, de mes analyses, je ne peux pas le dire. Mais ce qui est important, c'est la crise sécuritaire au Mali. Vous avez évoqué tout à l'heure, à l'entame de l'émission, si le Premier ministre Mokhtar pourrait mettre en place, pourrait exécuter son plan très ambitieux, je ne crois pas. Pour un gouvernement de transition de 8 mois, je ne vois pas pourquoi ils veulent s'encombrer de tout ça. Il y a, pour moi, 2 défis majeurs que ce gouvernement pourrait relever, la crise sécuritaire et puis organiser des élections. Terminées. Ils veulent même opérationnaliser les régions qui avaient été mises en place depuis 2012. Pour en faire quoi? Je ne vois pas. Pour revenir à la crise sécuritaire, elle est capitale pour moi, elle est primordiale parce que le djihadisme est en train de monter suffisamment. Et moi, je suis comme mon groupe de batteurs, même comme un Américain, je ne négocie pas avec les terroristes. Mais la crise sécuritaire au Mali a 2 volets. Il y a les groupes indépendantistes. Tout à fait. C'est à part, avec ceux-là on peut discuter. S'ils n'ont pas été pris en compte par le financement de l'État islamique qui est aujourd'hui décapité, ou de Al-Qaïda, ou même de Boko Haram. Et entre eux-mêmes, il y a des guerres fratricides, ils se battent entre eux là. Donc l'armée malienne pourrait profiter de cette situation calamiteuse entre eux pour reprendre la situation. Et comme il a dit, dès l'arrivée de la junte, le drapeau malien a flotté à Kidal. C'est vrai, sans la France. Et il faut qu'ils sachent que si la France est intervenue avec François Hollande, c'est parce que la France a bien des intérêts au Mali. C'est clair. Or, le Mali aujourd'hui est dans une situation compliquée économiquement. Le Mali n'a aucune ressource. Aucune ressource. Sur les 189e au monde de l'indice de développement humain, le Mali est 183, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça veut dire que c'est un pays très sous-développé. Et je pense que quand on n'a pas un plan d'intégration, un plan de formation, d'éducation pour la jeunesse, elle va basculer dans le djihadisme. Le Mali, n'oubliez pas, est à 95% musulmans. Exact. Même plus. Et c'est là où la position de l'imam Diko m'inquiète. Quand tout le monde sait qu'il a des acquaintances avec l'Arabie Saoudite, il a été d'ailleurs reçu en grande pompe, il a lui-même a dit non, qu'il avait été invité par le Conseil international islamique, mais dans les couloirs, on l'a vu au palais, un peu partout. Donc, ça veut dire que quand vous avez... Et on sait dans le monde, c'est prouvé, tous les renseignements des pays occidentaux ont prouvé que c'est un État qui finance aussi le djihadisme. C'est clair. C'est des accusations. Mais non, je ne peux pas dire. C'est clair. La CIA le dit tout le temps, le renseignement français, un peu partout. Et vous savez, cette erreur, je dis, le Mali a un problème particulier. Ouais, le président ATT, qu'est-ce qui a fait sa faiblesse? C'est parce qu'il a souvent servi comme comparé d'intermédiaire pour négocier la relâche de certains otages. Vous allez constater que parmi eux, c'est rare qu'on prenne un otage américain, parce que les Américains ne négocient pas. Plus sérieux, ce sont les Israéliens. Vous prenez un otage israélien, ils vous abattent. Au gré même à la volonté de vos autorités. Dans vos intérêts, partout dans le monde. Et les Djihadistes n'aiment pas le faire. Mais la France se permet de négocier. Ah non, la France, voilà, officiellement, la France a toujours, millions d'euros. La France a toujours refusé
Officiellement, mais tout le monde, officiellement, le dernier arrangement qui a permis la libération de Cissé, de Soumaïla Cissé. Et de Sophie Pétronet. Mais c'est clair, c'est des millions. Non, mais la France a refusé. La France a refusé. La France a refusé la parole, mais bien, pour appuyer même votre argumentaire, bien avant même Sophie Pétronet et tout ça, là, les billets dont on parle, qui n'ont pas été remis et qui ont poussé le djihadiste à aller commettre les meurtres de deux journalistes là, c'était pourquoi? C'est parce qu'il y avait du bougnac. Oui, mais il n'y a pas de du bougnac. La France a refusé. Oui, officiellement. Si vous suivez le débat au niveau de la classe politique française, il y a l'opposition qui a affirmé qu'il y a peu de journalistes d'investigation ont prouvé qu'il y a de l'argent à circuler, que les djihadistes ont pris beaucoup d'argent pour pouvoir libérer ces otages-là. Et c'est bien dommage. Donc, et vous savez, le dernier sommet au N'Djamena, la question a été agitée du retrait parce que les Maliens ne veulent plus de la présence française. Ça ne sert plus à rien. Et donc, la France aussi a compris qu'il fallait retirer ses troupes. Il y a 5100. Et donc, ils sont en train d'étudier, de proposer le relais par une force européenne et une force africaine. Et il n'y a que une coalition africaine qui pourra régler cette question parce qu'elle va embrasser toute la sous-région. Voilà. Alors, il y a le M5-RFP qui donc a décidé de porter plainte contre la liste nominative des membres du CNT. Les auteurs visent clairement une dissolution de cet organe-là. Est-ce que selon vous, c'est normal? Est-ce que c'est une plainte qui doit être entendue? C'est une vue de l'esprit. Il fallait s'y prendre au début de la transition. Allons dans le béaba de la gestion de l'État. Quand vous avez fini de creuser la fondation d'une maison et que vous ne commencez pas à monter les murs, vous ne revenez pas dire non, la fondation, il faut recasser pour remettre le salon dans cette position. Le CNT est le dernier organe qui a été installé. Je m'explique. Les militaires sont venus avec... On ne fait pas un coup d'État. Ce n'est pas un dîner de gala, un coup d'État. On ne vient pas comme ça prendre les rênes du pouvoir parce qu'on a envie d'exhiber ses galons ou d'exhiber sa poitrine. On vient parce que, préalablement, on a eu les moyens de faire ce coup. On a eu les hommes, et parmi lesquels ceux qui vont vous accompagner, n'est-ce pas, dans cette transition. Quand je sors des écoles assermentées dans ce domaine-là. Les militaires ne se laisseront pas faire. Vous croyez qu'ils vont venir là parce que les autres ont passé des semaines dans les rues, venir là, de servir le pouvoir. Le pouvoir, il s'arrache. Le pouvoir, il s'arrache. Si le CNT veut le pouvoir, ce n'est pas le moment de chercher à modifier comment je veux dire, la composition. Le M5-RFP, tous ceux qui font ça, les gens de revendication. C'est pas le moment de chercher à modifier le statut du CNT. C'est plutôt le moment de se mettre résolument à préparer les prochaines élections présidentielles. Ils sont dans du dilatoire. Moi, à la place d'Assimi Goïta, je marche droit. Je les regarde. Écoutez, quand le chemin est tracé, je ne venais pas faire du zigzag. Il n'y a pas de zigzag là-bas. On ne joue pas avec un État. Un État s'engage des responsabilités au niveau où vous ne pouvez même pas vous y penser. Et la moindre erreur, prenez le cas de Conakry. Le président Dadis Camara était dans son bureau quand il a entendu que ça sifflait au stade là-bas. Et ça fait basculer tout le processus. On ne joue pas avec l'État. Quand on est à ce niveau-là, il ne faut pas faire dans les cacahuètes. Il faut aller droit, avec fermeté. Et ceux qui ne veulent pas vous écouter, parce qu'il s'agit d'une transition, ce n'est pas une élection, c'est une transition qui va déboucher sur une élection. Ceux qui ne veulent pas vous suivre dans cet élan-là, mettez-les sur la touche. Alors, c'est tout. Le M5, faites avancer les choses. Le M5-RFP, à travers donc 5 de ses responsables, a décidé de porter plainte contre le CNT, le Conseil national de transition. Visiblement, c'est une plainte qui porte les noms, on va le dire clairement, du docteur Choguel Maïga, président du MPR, de maître Muntagatal, Modibo Sidibé, Farianka Ouli. On voit quand même, on va dire, l'exécutif même donc, du mouvement du 5 juin qui donc porte plainte contre la liste nominative des membres du CNT. Ils estiment que ce CNT-là est pris en otage et ne représente pas le peuple malien. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut comprendre? Moi,
j'aurais souhaité que le M5 fasse des analyses objectives. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas sûr que si les militaires n'étaient pas entrés en jeu, ils pourraient renverser Ibeka. Impossible. Même qu'ils vous souviennent, à l'entame du putsch, il lui a été demandé de démissionner, il a refusé de démissionner. Il a fallu que Assimi Goïta aille le chercher et un peu avant minuit, il a démissionné. Je suis en train de constater que la junte a envie de sortir du système, de faire une politique anti-système. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le M5 devrait s'occuper des élections à venir, s'organiser sur le terrain et ne pas s'occuper d'aller gérer la transition. Il laisse, puisqu'il n'y a pas que les militaires, il y a 111 d'autres organisations qui sont au niveau du CNT et 9 de la société civile. Donc ce n'est pas rien sur les 121 membres du CNT. Donc je pense que c'est un débat inutile qui n'est pas nécessaire aujourd'hui, vu les enjeux qui attendent le Mali. Et je voudrais revenir sur 2 éléments de mon co-débatteur qui a dit que les militaires ne sont pas des démocrates. Mais je dis non, il faut que les militaires soient des démocrates. Et on a connu quelques exemples, comme ATT. C'est le chantre de la démocratie malienne. Comme le président Mathieu Kérékou, c'est le chantre. Sans lui, on n'aurait pas de démocratie au Bénin. Pourtant, c'est un militaire rompu à la tâche, connu de tous. Donc, les militaires doivent être des démocrates. Et j'estime que quand ils ont fait le push, ils ont parlé du Conseil national du salut du peuple. Et ce conseil, c'est ce conseil qui a mis en place, ils ont sorti un décret qui les autorise donc légalement et légitimement à mettre en place tous les organes de transition. Mais le CNSP a été dissous. Oui. Le CNSP a mis en place le CNT et tous les autres. Donc, le décret, c'est eux qui ont fait leur putsch. Donc, ils ont, comme il a dit, ils ont un plan en tête. Ils ont une projection en tête. Donc, c'est d'organiser les élections. Donc, moi, je pense qu'il faut les laisser faire. Attendons 18 mois. Si 18 mois vient, on voit que ça ne bouge pas. C'est pourquoi je ne suis pas trop d'avis de l'imam Diko qui dit que c'est totalement foutu aujourd'hui au Mali et qu'il faut sortir, il faut agir de façon collective. Ça veut dire quoi? Il veut encore appeler à des manifestations. Quand il parle d'action collective, c'est grave, le Mali va s'embraser. Et quand au niveau de l'État, il y a déliquescence qui se passe, l'insécurité devient galopante de l'autre côté. Alors aujourd'hui, la question, non, tous les pays de la sous-région, pour ma part, devaient s'intéresser à ce qui se passe au Mali, pour que ça ne digère pas, pour qu'il y ait stabilité. Et c'est cette stabilité qui pourra permettre à l'armée malienne de faire la lutte adéquate contre cette lutte asymétrique que mènent les djihadistes aujourd'hui. Vous me permettrez de rebondir sur... je n'ai pas dit les choses dans les termes évoqués par mon co-débatteur, que les militaires ne sont pas des démocrates. J'aurais insulté savamment la mémoire du très respecté général Mathieu Kérékou en faisant ça. Et il y en a bien d'autres qui sont des démocrates dans le corps. Ça, je ne me permettrai pas cet affront. J'étais en train de dire ceci. Quand vous êtes au sein d'une transition, que vous avez une feuille de route, vous ne jouez pas les politiques. C'est une feuille de route. Appliquez-la et faites sortir le pays de là. S'il faut aller de la manière la plus forte, faites-le parce qu'il y va de l'avenir du pays. Maintenant, si vous êtes là pour jouer les yo-yo, vous dansez sur les deux bords. Aujourd'hui, je suis démocrate. Non, demain, j'essaie de négocier. Je suis du milieu, je suis centriste, machin. C'est que vous ne savez pas là où vous allez. Et c'est en cela que je dis que des militaires qui viennent et qui posent un acte comme celui, je n'appelle pas ça un coup d'État, ce qui s'est passé au Mali, pour moi, c'est une rectification. S'ils viennent pour ce genre de choses, ils viennent sûrement avec un plan. S'ils viennent pour faire ce genre d'action, ils ne l'ont pas fait. Vous avez bien vu les premiers communiqués, ils étaient 5. Les 5 se sont dit des choses préalablement avant de passer à l'action. Et bien avant de passer à l'action, ils se sont dit, si on finit, il faut qu'on aille chercher un tel pour nous aider sur le plan civil. Ils ont raté le coche de n'avoir pas impliqué l'imam Diko. Et le voilà qui revient à la charge. Alors beaucoup ont dit que l'imam Diko était la personnalité et qu'il consultait en griffe la nuit. Ah non, l'imam Diko il a dit publiquement, et c'était lors d'une prêche,
Moi, je me suis prononcé pour me battre aux côtés du peuple. Certains parlent juste de repositionnement aujourd'hui. Non, je ne parle même pas de son repositionnement, je parle de l'époque. Je me suis battu aux côtés du peuple. Le peuple a constaté avec moi que celui qu'on voulait dégager est parti. J'ai cédé le fauteuil au M5 RFP. Maintenant, s'il savait que les militaires ne font pas les choses dans la droiture et que lui, du haut de sa position, il pense que certaines choses sont à revoir, je pense qu'il ferait mieux pour ne pas embraser le Mali, comme le dit mon co-débatteur, d'aller plutôt dans une feuille de route que d'aller dans le cadre des mobilisations. Les mobilisations sont des choses que le pouvoir ne contrôle pas souvent. Et sachant le Mali très fragile aujourd'hui, n'importe qui peut s'immiscer pour venir appuyer sur la détente. Et c'est reparti. Donc il faut faire attention. En cela, la position de l'imam Dicko n'est-elle pas une position assez trouble? Parce que beaucoup lui reprochent d'être, on va dire, l'autorité morale des militaires. Aujourd'hui, dans ce manifeste-là, on sent un repositionnement purement politique et pourquoi pas au niveau de la mobilisation. Est-ce que l'imam Dicko n'est plus assez écouté aujourd'hui par les autorités de transition? Non. Ça, non du tout. Lui-même, il a dit dans son manifeste, il a été clair qu'il faut changer les choses, absolument. Et sa position me paraît un peu ambiguë. Parce qu'il a dit, à l'entame du putsch, je retourne à la mosquée. On constate maintenant qu'il ne l'a pas fait. Et il a dit que c'est compte tenu de la gravité de la situation qu'il était obligé de sortir pour que tout le monde se réunisse et changer les choses. Et que tel que l'État est dirigé aujourd'hui, l'État malien n'a plus de sens. Donc une accusation directe envers Assimi Goïta. L'État n'a plus de sens tel qu'il est dirigé aujourd'hui. C'est une accusation grave. Et je veux revenir un peu sur le procès de Sanogo. Ça va jouer un rôle important, Sanogo. Pourquoi? Vous savez, Sanogo a fait de pression. On a peur de lui, Sanogo. Je veux dire pourquoi on a peur de lui. Je ne sais pas comment il a fait. Quand il était au pouvoir, il a filmé des choses secrètes. Et sur les politiques, sur la société civile, sur les religieux. Et quand son procès avait commencé, pourquoi le procès n'a jamais eu lieu? On n'a jamais laissé parler. Il a dit... J'ai des choses à dire, je suis heureux de ce jour qui vient, je vais parler. Exactement. Il est toujours en tentation de cette vidéo qu'il peut brandir à tout moment. Et ça met en cause, les gens ont peur de cette vidéo-là. Je veux bien que le peuple malien ait assez à ça pour voir quelle est l'image que ces hommes qui viennent, qui pensent. Le M5 est en train de surfer sur la misère du peuple malien. C'est tout. C'est pour leur compte. Une transition, accompagner la transition pour que cela aille. Et vous aviez la latitude d'aller aux élections et si elle est organisée de façon transparente, c'est vrai, les militaires pourraient soutenir quelqu'un, mais j'estime que ceux-là vont essayer de faire comme ATT et laisser le pouvoir à un civil tranquillement pour que la paix puisse revenir. Je ne vois pas Assimi Goïta vouloir rester au pouvoir comme Dadis Camara. Encore qu'il en a le droit. C'est un citoyen malien. Je ne le vois pas le faire. Aujourd'hui, il est dans l'uniforme. L'uniforme, ce n'est qu'une tenue d'apparat. Je vous enlève le code. Ils sont en train de changer. Oui, il se met beaucoup plus en costume ces derniers temps. A prêté serment, il était en boubou bleu. Ah oui, donc ils sont... Et Assimi Goïta, lors de ses sorties extérieures, il est souvent en costume. Oui. Donc, je vous ai dit, le militaire, regardez pas là, c'est pas tout ce qu'on a aligné là. C'est dans la tête, ça se passe. Ils sont formés, formatés, coagulés pour ce qu'ils ont appris. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ne changeront pas. Les deux, là, je les respecte beaucoup, c'est des intellectuels. Quand la CEDEAO a commencé par mettre la pression, c'est Malick Diao, l'actuel président du CNT, qui a conduit les délégations. Qui allait voir Boari et il a été rencontré au Ghana, etc. Donc, il a déjà entamé un rôle de diplomatie. De politique, il faut être clair. Bien sûr aussi, pour expliquer pourquoi ils ont fait ce push. Et l'imam aujourd'hui, il ne voit pas en quoi la junte actuelle est en train de dévier pour qu'il parle de la déliquescence de la gestion de l'État. Encore que c'est maintenant que le plan d'action du gouvernement vient d'être présenté au CNT. Donc, je crois qu'il faut laisser... Nos politiques ont souvent transformé nos États en gâteaux. Ils en font un gâteau, chacun vient, il veut prendre sa part. Il faut en finir avec ça. Et ça, c'est dû à un manque d'idéologie.
comment j'appelle ça, de civisme. Et contrairement à ce que disent, comme quoi l'imam Dicko était de connivence au début avec le putschisme, je pense qu'il a dit, j'ai laissé ma porte ouverte. C'est sous-entendu que personne n'est allé me voir. J'ai laissé ma porte ouverte pendant tout ce temps, donc pendant les 5 ou 6 mois, personne n'est allé me voir. Donc il se plaint de quelque chose. Bon, les militaires, si je pense, Dicko... Doit-on religieusement écouter l'imam Dicko? Mais pour ma part, non, mais nous sommes dans un contexte où, je viens de le dire, je le rappelle, le Mali a 95% d'une population musulmane, ce qui compte beaucoup. Et dans sa mosquée, dans les mosquées, il est très écouté, Dicko, et donc très influent. Ça veut dire que s'il appelle encore à des gens dans la rue, il sera très écouté. Donc je pense qu'il faudrait mieux faire de discuter avec lui, de voir qu'est-ce qu'il reproche. Parce que lui, il estime que, tel que les choses sont en train d'être gérées, on ne peut pas avoir des élections. Il dit que ce n'est pas le délai de la transition qui pose son problème. C'est ce qu'il dit. Mais c'est la manière dont la gestion est faite. Qu'est-ce qui est? Et dans son manifeste, il n'a pas été explicite pour dire de façon claire, voici les points sur lesquels il condamne la junte dans sa gestion du pouvoir. Il n'a pas été clair. Donc, il est resté un peu trop critique comme ça. C'est justement ce que j'évoquais en disant il faut qu'il ait une feuille de route. Quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, prenez le temps d'énumérer tout ça là sur papier et de le faire savoir. Ouais, je rejoins un peu la position du... Vous vous souvenez, après les assises, le M5 RFP qui s'est levé pour dire ah non, ce que vous sont en train de lire là, nous on n'est pas dedans. Hein. On ne s'y reconnaît pas. L'imam Dicko ferait mieux de le faire de cette manière-là. S'il engage la population dans un bras de fer avec le pouvoir en place qui s'échine à rétablir la sécurité, j'ai de fortes craintes de croire que c'est une porte ouverte pour arriver vers nos frontières à nous. Hein. Mais c'est possible. Vous savez, j'ai l'impression que ce monsieur ne s'attendait pas à un coup d'État. Ça l'a surpris. Et donc, ses plans ont été déjoués. Il veut revenir au devant de la scène pour pouvoir influencer les choses, qu'il a vraiment un plan en tête, même si ce n'est pas lui-même. Il a dit clairement dans son manifeste qu'il n'a aucune ambition de faire de la politique, de briguer une fonction politique. C'est ce qu'il a dit. Je veux le croire, je le prends de bonne foi, et toutefois, il doit avoir un plan, forcément. Alors, il y a la première réunion donc, du comité de suivi de l'accord d'Alger qui s'est tenue. On parle d'un accord de 2015. C'est la première réunion de suivi n'intervient que maintenant. Est-ce que l'accord d'Alger, c'est une boîte de Pandore? Est-ce que c'est un accord qui doit être poursuivi? Est-ce que c'est quelque chose de toujours tangible et de viable? À mon avis, oui. Il faut pérenniser et poursuivre tout ce qui a été dit à Alger. Parce que, ouais, la géostratégie s'impose même aux politiques. Il a fallu que Idriss Déby, il va de l'autre côté, il met 1200 hommes et on commence à réveiller les accords d'Alger. Mais ceux qui viennent là, qui sont au nord du Sahara, là, pour la plupart, c'est Mr. Malboro et consorts là, ils viennent d'où? Ils sont de quelle nationalité? Alors, il faut mettre une tenaille sécuritaire pour empêcher ceux-là qui font ce va-et-vient incessant entre l'Algérie et le nord du Mali, là, d'avoir un couloir bien tracé. Il va falloir retourner aux accords d'Alger. Et ce faisant, retourner à l'esprit d'initiative du maréchal du Tchad, qui dit qu'on peut combattre le terrorisme nous-mêmes. Mais il faut que le pôle de commandement soit unifié, d'une part, le commandement soit attribué à l'Afrique, et que les opérations comme Barkhane, Serval et tout le yo-yo qu'on connaît là, dégagent là. Parce que tant que ces gens-là seront là, excusez-moi, il se dit des choses assez graves sur le comportement de l'armée. Et puis, quand vous prenez même j'ai une collection d'interviews qu'ils ont fait, je crois que c'est un Vox Populi, qu'ils ont fait dans le désert, sur les Maliens du désert face à l'armée française. Mais vous entendez, mais ces gens-là, ils se permettent tout. Surtout que dans les accords qui ont été signés par Diokounda Traoré pour faire venir la force française au Mali, excepte la force française de toute exaction et de tout dommage collatéraux. Ça dit qu'on bombarde un village, on tue des gens, la France n'est pas responsable. Il va falloir arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est des choses qui ne...
qui font grandir un sentiment anti-français. Alors que nous autres, là, je vous jure, mes meilleurs amis sont français. Je suis resté 18 ans. Moi les Français sont des gens bien. Mais le problème se pose au niveau des politiques. Les décisionnaires, ceux qui ont le pouvoir de décision, mais mettent la malle de l'Afrique. Et c'est sur cela que nous, panafricanistes, on ne fera pas de cadeau. Maintenant, il faut se regarder droit dans l'œil et dire ce que vous faites là, il ne faut plus que ça continue. Il faut que ça s'arrête. Sinon, on finira toujours par un simulacre d'élection. Maintenant, on veut prendre des opposants. Et tout ça, là, il y a quelqu'un qui est derrière. Il faut que ça s'arrête. L'accord de 2015, est-ce que c'est toujours d'actualité selon vous? Ça dépendra de la junte actuelle, le pouvoir dont on n'est pas sûr que le mandat finira d'ici 18 mois, puisqu'ils ont déjà prévu de façon légale, substantielle, le mécanisme au cas où ça pour prolonger leur mandat. Donc ça dépendra de l'accord d'Alger. Ça sert à quoi pour moi, pour ma part? C'est vrai que je préfère des solutions africaines pour des problèmes africains. Et mon co-débatteur a évoqué l'exonération de toutes les actions de la France. C'est vrai, même le pillage, on a vu des reportages où l'armée française, certains ont pillé lors du Mali. Rien n'a été dit. On a même occulté que l'information circule largement. C'est pour dire quoi? Le bombardement du village où j'ai un mariage. Est-ce que nos États ne sont en fait pas souverains? C'est le vrai problème que pour nos États africains. La responsabilité africaine. C'est ça. Oui. Ceux qui nous dirigent. Évidemment. Et c'est ça. L'un des points du PAG du Premier ministre, il a évoqué de revoir le système démocratique et le multipartisme malien. C'est important selon vous? C'est très important. Quelle démocratie nous appliquons? C'est quoi la démocratie? Il faut qu'on redéfinisse la démocratie. Quand les penseurs, les savants grecs avaient sorti ce mot, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe. C'est pourquoi je dis souvent, multipartisme n'est pas forcément égal à la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui décide. Et c'est ce que le Mali a fait, le peuple s'est soulevé. C'est ce que le Burkina a fait pour dégager Compaoré. C'est ça la démocratie. La voix, c'est le peuple qui décide, le peuple est souverain. Si aujourd'hui, le peuple décide de changer son président, quoi que lui, il va partir. Il va partir. La Ibeka n'a pas fini son mandat. Et puis le peuple a décidé, nous n'en voulons plus, il faut qu'il s'en aille. L'armée, c'est le peuple. C'est pas que je signe un chèque à blanc à tout coup d'État, non, mais il y a des contextes où vous voyez que quand l'enjeu devient national important, l'armée est obligée d'intervenir. Donc, pour ma part, il faut que nous soyons... Je suis désolé pour votre général tchadien qui a des problèmes internes par rapport à lui-même. Le maréchal. De gestion qui a des problèmes internes. Il a de sérieux problèmes internes. L'économie est par terre au Tchad. Il n'a pas bien géré la rente pétrolière. On va revenir dans un autre débat, pourquoi pas contradictoire pour le Tchad. Vous êtes Souleymane Hamzat, consultant problématique du terrorisme et à des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour le numéro de votre émission. Merci à vous aussi. Merci. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur SICA.